Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette émission spéciale consacrée aux incendies de forêt qui ont marqué l'actualité de ce mois de juillet. Des centaines de milliers d'hectares de couverts végétal ont été ravagés par les flammes dans plusieurs wilayas, une situation qui a nécessité la mobilisation de jour comme de nuit des éléments de la protection civile, de l'ANP, de la direction des forêts, mais aussi d'autres corps constitués et également de bénévoles d'associations et de la société civile. Alors, pour en parler, nous avons avec nous Monsieur Nassim Barnaoui. Alors, Monsieur Barnaoui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes sous-directeur à la protection civile de l'information et de la sensibilisation. Effectivement. Merci. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Pas trop. Également, Monsieur Siali Saïd. Vous êtes directeur de la protection de la faune et de la flore au niveau de la DGF. Merci, monsieur. Merci à vous. Et aussi Mohamed Himran, alors vous êtes expert en économie forestière et auteur d'ouvrages. Merci. Je vous remercie tout d'abord pour cette invitation qui va nous permettre donc de donner plus d'informations, plus de données sur ce qui se passe dans nos forêts. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on va commencer par vous, Monsieur Barnaoui. Pourquoi y a-t-il eu autant de foyers cette année? Alors, que s'est-il passé concrètement? Tout d'abord, il faut bien signaler que c'est-à-dire en matière de feux de forêt, c'est l'un des risques majeurs en Algérie, l'un des 18 risques majeurs en Algérie. Donc il y a une historité de ce risque qui revient, bien qui survient chaque période plutôt. Il y a une périodicité dont il revient en force. Eh bien oui, cette année, il ne faut pas oublier qu'on a eu une saison hivernale Lahiberg cette année. Donc il pleuvait même jusqu'à le début du mois de juin. Donc il y a eu une régénération de tout, c'est-à-dire les herbes, le maquis, même les forêts. Et ensuite, on a commencé à avoir des petites canicules, notamment au mois de juin, qui a commencé à sécher la forêt. Et par la suite, on a commencé à enregistrer quelques incendies, notamment en matière d'incendie de récolte, d'incendie d'arbres fruitiers, incendie de maquis, de broussailles. Et le début du mois de juillet, on a eu le début des fortes canicules. Donc il y a eu plusieurs canicules, plusieurs vagues, notamment des PMS qui ont été prolongées durant même une semaine jusqu'à 10 jours. Donc des températures hors saison. C'était hors norme, des températures qui ont dépassé les 47, les 48, notamment celui-là qui ont, c'est-à-dire une sensibilité en matière de couvert végétal. On parle de l'ouest, on parle de centre-est et l'est du pays. Là, les wilayas qui ont une sensibilité, ou bien les wilayas qui sont fortement, ils ont une densité forestière. Et une particularité, spécificité, c'est des forêts qui sont habitées. Donc, il y a eu plusieurs causes de départ de feux de forêt, notamment les conditions climatiques. Donc, il y a toutes les conditions climatiques favorables pour le déclenchement des feux de forêt. Donc, des températures hors saison, moins d'humidité et des vents violents qui attissent les incendies et qui favorisent la propagation des incendies. Notamment, il y a d'autres facteurs qui sont les résultats de comportement de l'être humain, notamment les décharges anarchiques. Ben oui, les bouteilles d'eau en verre, les canettes d'aluminium, l'incinération anarchique, et même pendant l'opération moisson-battage, il y a plusieurs feux qui se sont propagés suite aux feux qui se sont déclenchés notamment dans les champs agricoles. Par la suite, ils se sont propagés vers la forêt. Il y a plusieurs causes, c'est-à-dire qui sont la cause bien l'origine des incendies de forêt. Et quand on a des conditions climatiques, notamment les vagues de chaleur, donc c'est des conditions favorables pour favoriser la propagation et l'enregistrement, le déclenchement de plusieurs incendies. Entre incendies de forêt, maquis, broussailles, arbres fruitiers, palmeraies, arbres fruitiers, on a eu un pic cette année jusqu'à le mois de juillet, jusqu'à 195 incendies par jour. Donc c'était le pic. On a eu une moyenne pendant pratiquement une semaine entre 150 à 170 incendies.
Donc il fallait une grande mobilisation, il fallait une forte mobilisation, il fallait déjà une stratégie et il fallait aussi un travail d'anticipation, un travail proactif, on a moins exactement, un travail de coordination entre la DGF, la protection civile, aussi sans oublier, comme vous l'avez bien cité, les moyens de l'armée nationale populaire, les collectivités locales, les wali, les chefs d'État. Donc, mais l'anticipation, le travail, la stratégie, elle existe. Donc la préparation, notamment pendant les années précédentes. Donc après 2021, où l'année, on a eu, c'est-à-dire des forts incendies, de grands incendies, suivis par l'année 2023. Sauf que l'année 2025, si vous vous rappelez, on a eu des grands incendies. Là, vous êtes en train de répondre à certaines questions que nous allons y venir tout à l'heure. Donc, alors, ma prochaine question, et vous êtes adressé, Monsieur Sissaïd. Alors, les pertes se limitent-elles au patrimoine forestier uniquement? Bismillah. Donc, mon collègue Barnaoui, donc, il a déjà commencé à donner un petit peu les causes. Moi, j'aimerais bien ajouter que toujours derrière les incendies, il y a une cause, c'est l'humain. C'est 99% sur l'humain. Cette année, comme vous l'avez constaté, les premiers incendies ils ont commencé à partir du 12. Lorsque la réclamation des résultats du bac, il y avait l'utilisation de fumigènes. Donc il y avait du feu au niveau des villes, au niveau rural. Donc d'ici, nous appelons aux citoyens à ne pas utiliser les fumigènes lors des fêtes. En plus, il y a un autre effet qui est par rapport à la demande énorme en électricité, il y a même des postes électriques qui sont un petit peu qui causent ces incendies. Sans oublier les machines de maçonneuses-batteuses lorsqu'ils exercent leur travail, donc il y a des étincelles. Donc ça, c'est des causes réelles. Et quant aux autres, quant à la chaleur et les conditions climatiques, nous subissons à l'échelle de la Méditerranée et à l'échelle mondiale l'effet des changements climatiques. Comme vous le savez, cette année... Cette période a été marquée justement par une forte canicule aussi. Oui, donc avant d'arriver à la canicule, nous dirons que cette année a été une année pluvieuse, a été une année généreuse par rapport à l'agriculture. Donc, comme l'agriculture, il y avait des arbres qui sont bien, comme le blé et l'orge, mais il y a des arbres qui accompagnent ce qu'on appelle les mauvais arbres. Ces mauvais arbres ne sont pas pris en charge au moment voulu parce que ils ont contribué à ces incendies. Donc, nous avons constaté que la plupart des incendies ont eu lieu entre le 16, le 15 et le 16 juillet jusqu'au 23. Donc, il y avait une canicule. Comme vous savez, la canicule, c'est dû au dôme de chaleur, qui est un phénomène atmosphérique bien qui fait de sorte à ce que le courant ne circule pas, donc il y a une forte chaleur. Donc la forte chaleur, ajoutée à cela, il y a le vent. Donc les chaleurs, le vent et le combustible, comme vous le savez, ces herbes-là, qu'on n'a pas pu dégager au moment voulu, donc avec leur perte de leur taux hygrométrique, donc ils sont devenus un combustible. Donc le triangle du feu, il est là. Donc il y a celui qui allume, le combustible et l'oxygène. Donc toutes ces conditions réunies, ça a été défavorable pour nous. Mais donc il y avait beaucoup d'incendies. Mais nous dirons que c'est un phénomène international dont les plus grandes nations, soit à l'européen, soit en Amérique, n'ont pas pu maîtriser ça. Mais nous, l'ensemble des intervenants en application de la stratégie prônée par les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'axe des travaux proactifs qu'on a réalisés, l'intersectorialité, il y a beaucoup de secteurs qui interviennent. En plus, et la mobilisation citoyenne que nous avons vue. Des fois, dans un incendie, on trouve des gens, on dirait que c'est la fête. Il y a une solidarité qui est née. Ça, c'est quelque chose qu'il faut valoriser. Donc, nous, l'ensemble est mobilisé de jour et de nuit, 24 sur 24, pour accompagner ces populations au niveau rural et pour leur dire que l'État a mis tout le dispositif, tous les moyens nécessaires pour vous accompagner. D'accord, merci. Alors, monsieur Hemran, vous qui êtes expert, est-ce que les conditions climatiques expliquent-elles donc ces incendies, pardon? Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais bien tout d'abord rendre hommage donc, à tous les intervenants qui ont déployé tous les efforts pour donc essayer d'arrêter ces incendies,
donc les agents de la protection civile, les forestiers et bien sûr les riverains, le personnel, les citoyens. Donc, je dirais, tout ce monde-là essaye donc, de minimiser les dégâts. Pour répondre à votre question, bien sûr, le facteur principal, c'est le changement climatique. Lorsqu'il y a une canicule, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toute la végétation, elle sèche. Donc, elle devient donc sec. Et à ce moment-là, elle constitue un combustible très important. La moindre petite flamme, ça devient une traînée de poudre. Donc, elle peut enflammer tout ça. Donc, les amis, ils l'ont bien cité, donc quelles sont les causes. Donc, les causes, généralement, c'est humain. Donc, il y a des causes volontaires, il y a des causes, bien sûr, involontaires. Quelqu'un, par exemple, qui est en train de travailler, qui met les moissonneuses, par exemple, donc une petite étincelle peut provoquer un énorme incendie. Par exemple, quelqu'un qui est en train de travailler son champ par imprudence, il peut provoquer aussi, ça va aller d'un petit feu jusqu'à un incendie où pratiquement une bonne partie de la forêt sera détruite. Il y a bien sûr, à ce moment-là, je dirais le changement climatique a un rôle très déterminant, et c'est lui qui favorise, je dirais, toutes ces causes. Donc, il est là pour c'est comme si c'est de l'essence qu'on ajoute donc, à un feu, par exemple. D'accord, d'accord. Et on le disait tout à l'heure, justement, donc le nombre important et exceptionnel aussi d'incendies qui a frappé le pays durant ce mois de juillet a nécessité la mobilisation de plusieurs éléments de la protection civile, de corps constitués, de l'ANP, de la TGF, aussi de bénévoles. Absolument. Monsieur Bognaoui, alors comment s'est faite la coordination justement entre tous ces intervenants sur le terrain? Déjà, se fait en amont, avant qu'on entame la saison. Déjà, on a entamé cette saison, c'est à partir du 1er mai jusqu'à 30 novembre, pardon. C'est la saison de lutte contre les incendies de forêt. Et le travail se fait bien avant. Les mois de février, mars, déjà, commencent à finaliser le travail, notamment toutes les réunions de coordination, d'échange d'informations, notamment sur le volet préventif. Il ne faut pas oublier que ce risque majeur, les incendies de forêt, c'est l'application de la prévention. C'est l'unique chose qui nous permet de réduire le nombre d'incendies, ou bien même de réduire le nombre de surfaces qui sont brûlées, et bien même la vulnérabilité de beaucoup de zones forestières, ou bien aussi même l'intensité des incendies. Il n'y a que la prévention. Comme on le fait sur le risque sismique, l'inondation, le risque technologique, d'autres risques, il faut qu'on y passe même aussi sur le feu de forêt, que même c'est un risque cyclique qui revient chaque été, mais si on compte la période, c'est du mai jusqu'à novembre, c'est de 6 mois de travail, 6 mois de lutte aussi. 7 mois. 7 mois aussi, et 5 mois de préparation et de travail préventif. Donc voilà, il y avait tout le travail qui se fait En amont. bien avant en amont, bien sûr, surtout l'échange d'informations entre la protection civile, la DGF, l'ARDA, l'Agence nationale satellitaire, qui nous fournissent des images, notamment sur l'évolution du couvert végétal, l'analyse des données de l'année passée, les statistiques, les zones brûlées, les zones qui ne sont pas brûlées. Et ces données-là, qu'on puisse installer ou bien mettre en place la stratégie opérationnelle. Et la stratégie opérationnelle nécessite aussi des moyens ressources humaines qui nécessitent aussi des formations, du recyclage. En parlant de ressources humaines, justement, il y avait exactement. des éléments de l'ANP. Quel a été le rôle de... Très important. Très important le rôle de l'ANP, dont on remercie. Parce que sur le terrain, quand on voit c'est-à-dire l'appui qu'ils nous donnent, que ce soit même c'est-à-dire à travers le brief de son, l'aéronef, donc la lutte aérienne, très important, avec des précisions pertinentes. Donc, il commence à dominer le sujet. Et aussi, même des fois, aussi, parce que l'extinction d'un feu de forêt nécessite les moyens aériens qui réduisent l'intensité de l'incendie, mais c'est les moyens terrestres qui finissent le travail, c'est-à-dire pour l'extinction
finale et totale, que ce soit à travers les camions de différents types, et aussi sans oublier les équipes IDES qui travaillent sur la finition et l'extinction totale du fumeront et le reste de la braise pour éviter la reprise des incendies ou bien de nouveaux déclenchements d'incendies, notamment dans des lisières entre les zones non brûlées et les zones brûlées. C'est ça le plus important. Et c'est ça ce qui a été difficile pendant cette période du mois de juillet, notamment parce que le nombre d'incendies est très important. Le nombre de surfaces qui étaient brûlées, c'était beaucoup de surface. Le nombre d'étendues de l'incendie était très grand. Il y avait des kilomètres de lisières à traiter. Ça demandait de temps. Et quand les températures ont repris, les températures saisonnières normales, donc parce que quand on a des températures à 5 h du matin, 6 h du matin, ça dépasse les 30. Donc les reprises rapidement à 7 h du matin, vous avez des nouveaux foyers ou bien des reprises. Ça ne vous donne même pas le temps de traiter les fumerons, bien d'éteindre les fumerons. Mais quand les températures reviennent à la normale, ça nous aide à finir le travail et éteindre carrément les incendies et éviter le déclenchement de nouveaux foyers ou bien de reprises. Le feu de forêt, l'extinction du feu de forêt, c'est des techniques. On a une particularité, on a des reliefs très très difficiles. Des reliefs très difficiles, inaccessibles. Même des fois, c'est impossible de créer des pistes. Donc, on pourra peut-être confirmer tout à l'heure, monsieur. Exactement. Il faut de l'expérience, il faut du courage. Donc, on salue le courage des équipes de la protection civile, de nos confrères de la DGF, aussi dans notre population. Exactement, parce que des fois, on est censé faire des kilomètres, même avec des établissements ou des tuyaux, des centaines de mètres pour en arriver au fond du foyer pour l'éteindre carrément, parce que même ça a l'efficacité des appareils, que ce soit de l'armée nationale populaire ou bien les activités de la protection civile, même les hélicoptères. Ça ne peut pas donner de résultats parce qu'il y a des arbres de 20-30 mètres, ça empêche l'eau d'arriver, surtout quand on a des feux rampants qui touchent uniquement le maquis, pas de feu de cible. Le secteur de donc, la DGF, la spécialité de la DGF, et justement, pour parler de votre rôle, quel a été le rôle des gardes forestiers pendant, avant et après justement ces incendies? Moi, j'aimerais bien ajouter quelque chose en rapport par rapport à l'organisation. Donc, mon collègue peut-être est là au MISA. Donc, la loi prévoit que chaque année, il y a la Commission nationale de la protection des forêts qui est installée sous la présidence de M. le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Et puis, il y a un DCM, donc au niveau du gouvernement, donc le chef du gouvernement, donc des réunions qui sont là. Donc chaque secteur a une feuille de route. En plus, on installe, nous procédons à l'installation des comités et des commissions au niveau local. Nous avons installé 1362 comités opérationnels communaux. Le comité opérationnel communal qu'on appelle les COC, ils sont installés au niveau de 1362 communes. Chaque commune, il y a les membres de la protection civile, il y a la gendarmerie, il y a les forêts, il y a la DIE, il y a les associations, c'est-à-dire l'unité de base. Et puis, il y a les comités de Daïra ou des circonscriptions administratives, au nombre de 471 comités. Et nous avons les commissions au niveau de Wilaya, nous avons 40 commissions de Wilaya. Donc, sur le plan organisationnel, tout est fait. Donc, il y a une coordination. Dès que la fin de la campagne, le 30 novembre, nous commençons les travaux de prévention, de sensibilisation, et à partir de février, nous commençons à l'installation de ces commissions. Donc c'est ça la stratégie qui se résume à la chose la plus importante, ou bien l'axe, c'est la proactivité des opérations, soit sensibilisation, soit de tout. Quant aux travaux réalisés par la direction générale, donc annuellement, nous procédons à l'ouverture et à l'aménagement des pistes rurales, des pistes forestières et rurales. Donc nous avons un réseau qui dépasse 52 000 kilomètres. Mais malheureusement, des fois, on les répare dès qu'il y a des pluies, ces routes sont dégradées. Donc annuellement, on les reprend. Et pour ne pas s'étaler justement, nous réparons ces routes, nous faisons de sorte à aménager les tranchées par feu et ouvrir d'autres. Nous faisons très important aussi pour l'intervention de sorte à aménager et construire des points d'eau. Nous avons plus de 3000 points d'eau et nous avons des postes vigies. Les postes vigies, comme vous savez, c'est des structures érigées au niveau des massifs forestiers
forestiers sur des hauteurs très élevées pour un petit peu suivre l'évolution de Évidemment, l'incendie. donc la situation a Et aussi... nous utilisons ces dernières années nous utilisons même les drones pour avoir l'information, pour un petit peu à titre dissuasif par rapport aux populations. Donc cette année, je dirais que si pas cette dôme de chaleur qui nous a pris à contre-pied, nous avons, C'est-à-dire on sait que nous aurons de très bons résultats. Malheureusement, nous étions prêts à faire face à la c'est des situation. facteurs climatiques qui dépassent notre volonté, la volonté de tout. Comme vous savez, en Amérique, on n'arrive pas à maîtriser ça. Exactement. Donc nous, notre objectif maintenant, c'est de réduire l'impact de ces incendies sur les populations. Un. Et C'est deux, important. et sur leurs biens, on puisse tout ce qui est le patrimoine forestier. C'est important. Oui, mais malgré Donc nous avons aussi d'autres structures qui sont obligées par force de loi de faire certains travaux, notamment la Sonalgaz. La Sonalgaz, pour faire des petites tranchées, de dégager toute végétation sous les hautes tensions, les travaux Chemin de fer publics, dégager les abords de route. Malheureusement, cette année, les travaux publics et les services communaux, malgré qu'ils ont dégagé, mais dès qu'il y a des pluies de mois de mai, donc il y a une reprise de végétation. Donc cette année, la végétation, elle était tellement... Ça nécessite peut-être voilà. un suivi aussi. Hein? Ça nécessite peut-être un suivi. Oui, on les suit, mais c'est-à-dire des fois, cette année, il y avait une végétation incroyable, on n'a jamais vu ça. Donc nous n'avons pas eu les moyens pour enlever tout. Mais Parlant d'incroyable, il y a eu aussi l'élan de solidarité aussi qui a marqué. oui, donc, mais bien sûr, c'est ça. ça fait preuve On a de peuple valorisé algérien. depuis 2023, depuis 2020, depuis les événements que nous travaillons de sorte à ce qu'on ne revient plus aux événements de 2020, 2021, 2022. 2024, nous avons eu 3490 hectares, c'est rien. 2025, nous avons 5200, c'est rien. Cette année, mais quand même, nous dirons que c'est ça. Et chaque 10 ans, chaque 15 ans, il y a des phénomènes qui viennent, qui cycliques. Et c'est des phénomènes qui dépassent toutes les attentes. Mais nous espérons que chaque fois il y a un événement, il y a une expérience, il y a des choses qu'il faut revoir. Il y a un phénomène, c'est le phénomène dans tout le bassin méditerranéen qui est concerné. Vous voyez ce qui se passe au sud de l'Europe. Rien que les 2 derniers jours, c'est la gaz actuellement. Et quand la gaz commence à enregistrer des incendies de forêt, je pense que les incendies les plus dangereux en Europe, que ce soit par rapport en France, en Espagne ou en Portugal. Et cette canicule qui revient chez nous actuellement avec 2-3 jours de chaleur et avec une reprise notamment dans certains villages très importantes, notamment comme Tizi Ouzou, Skikda, Djidjel et Annaba, c'est au niveau de CRD. Moi, je voulais revenir pour saluer les efforts parce que même le nombre d'incendies qui était très important, qui dépassait les 140 jusqu'à le pic de 195, mais malgré ça, les moyens qui ont été mobilisés et les efforts ont donné fruit. On a pu venir au bout de plusieurs incendies. Pratiquement par jour, on pouvait entre 80 et 85 incendies, entre forêt, maquis, récoltes, etc. Et c'est des efforts. Cette situation énormes. aussi a nécessité, comme on le disait tout à l'heure, la participation de bénévoles aussi. Quel a été l'apport des citoyens dans la lutte contre ces incendies? C'est une force. C'est une force à ne pas négliger, c'est une force qu'il faut bien utiliser, c'est une force qu'il faut bien l'encadrer, parce que c'est des bénévoles, ils sont là gratuitement, avec rien, qui sont prêts, c'est-à-dire à donner tout pour sauver leurs biens, Voir sur sauver les leur réseaux village. sociaux, Bah oui. distribution de vivres. Bah oui. Ça, c'est une catégorie. Il y a une catégorie qui est sur le lieu. À nos côtés pour ça de l'extinction. Plein cœur de l'action. Exactement, plein accent. Ils prennent les tuyaux avec vous, ils vous montrent le chemin, et des fois ils essayent de prendre la lance, c'est pour sauver leurs biens, etc. C'est vrai, des fois que c'est gênant, des fois parce qu'on craint. Parce que l'incendie, c'est-à-dire peut se détourner, direction de vent, il y a de fortes fumées, on peut être incommodé, surtout ceux qui s'isolent, bien qui s'aventurent plus, ils peuvent être à la victime. Et il y a un certain, même les personnes décédées, on a parmi eux ceux qui ont été incommodés, et par la suite qui se sont décédés, et des fois même cette volonté, cette force,
Donc, notamment ceux qui ramènent de l'eau, ceux qui ramènent de la nourriture, ceux qui sont là même, c'est-à-dire pour vous donner du soutien moral. Et cette force... Comment peut-on peut-être les encadrer? Bah ouais, les encadrer en temps normal. En temps normal, il y a un travail qui se fait. Pas à travers toutes les wilayas. Il y avait des wilayas pilotes et un travail qui s'est fait par nous, par nos confrères de DGF, surtout les comités de village, qui prennent le relais notamment dans les travaux de prévention, le travail de sensibilisation, et même aussi la première intervention, c'est-à-dire comment on fait appeler les secours. C'est très important d'avoir cette culture, notamment pour la rapidité de l'intervention. Ils savent où s'arrête. Ils savent où s'arrête quand le feu est en plein force. Ça commence à être dangereux. Parce qu'il y a des horaires. Les horaires, quand il fait 11h, midi, 13h, 14h, 15h, 16h, ça c'est les horaires où le feu prend de l'ampleur, personne ne peut l'arrêter. Surtout quand il y a des vents favorables, attisés par les vents. N'importe quel moyen, aérien, terrestre, quelle force, que vous soyez 10 lignes de front, 10 lignes d'attaque, 10 lignes d'arrêt, ça ne sert à rien. Il faut laisser le feu qu'il perd un peu de son intensité pour, c'est-à-dire, l'attaquer. Et on prend aussi en considération la température, la nature du sol, surtout la nature des essences. Très, très important. Des essences très inflammables, des essences, un peu de cocktail de panache dans la forêt, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous aider, c'est-à-dire qu'ils aident à ne pas, le feu qui ne se propage pas rapidement. Il y a beaucoup de techniques que le citoyen doit connaître. Mais c'est une force aussi qu'il faut la prendre en considération parce qu'on ne peut pas trouver n'importe dans le monde une force pareille de bénévolat gratuitement qui est faite par le citoyen. Et on a même aussi des citoyens qui sont venus d'autres wilayas voisinantes pour ne serait-ce porter aide aux riverains et même aux institutions qui étaient sur terrain, et même que ce soit de jour ou de nuit. C'est pareil. Ouais, D'accord. Ce travail pour compléter, ce travail de sensibilisation, surtout les riverains aux forêts par exemple. Là, je dirais qu'il faut les inclure et les impliquer, je dirais, dans la prévention. Beaucoup plus, ouais. Dans la prévention. Parce qu'il doit se sentir, il est concerné par la forêt. Il est concerné par ce site parce que c'est lui le premier, je dirais, bénéficiaire de cette forêt. Exactement, Donc, exactement. il habite la forêt, à l'intérieur où là, il est le riverain à côté. Donc, il doit comment dirais-je, Donc l'impliquer davantage. il faut l'impliquer davantage. Donc dans les différentes réunions de prévention, par exemple, les différentes commissions, etc., il faut que le riverain soit un membre, je dirais, complet, principal à l'intérieur de cette commission, parce que c'est lui le premier bénéficiaire. Donc il faut parce que c'est lui qui doit défendre tout d'abord. Donc Parce le que premier atout aussi... Bien sûr, lorsqu'un feu se déclare, donc un petit feu se déclare, donc il est encore maîtrisable, je dirais. Donc quand il est là, il va intervenir, il va appeler, il va s'engager. Donc on peut arriver à ne pas connaître un incendie. Oui. Un fort. Donc lorsque c'est un incendie, c'est une catastrophe à ce moment-là. Exactement, et la prévention est aussi importante, monsieur. Bien sûr, très importante. Donc il faut impliquer le riverain, le citoyen, parmi tout le groupe de prévention, etc. Surtout. Pour ajouter ce qu'a dit monsieur, c'est que dans le cadre de l'installation des comités opérationnels communaux, les COC, nous avons plus de 2560 comités de riverains, associations écologiques. Les habitants à la périphérie ou à l'intérieur des forêts, l'État prend en charge certaines doléances, notamment le recrutement des ouvriers. Avant, on les appelle des ouvriers saisonniers, mais on les a régularisés. Est-ce qu'ils participent aussi à la prévention, aux opérations de prévention? On recrute leurs enfants.
D'accord. C'est leurs enfants qui travaillent comme des ouvriers. Donc des l'aspect ouvriers. prévention, c'est à travers le... Auparavant, ils travaillaient durant la période, la saison des incendies, 5 mois. Maintenant, ils travaillent toute l'année. C'est bien. Les habitants de la forêt, ils bénéficient, ils ont bénéficié de beaucoup de projets de l'État, notamment la distribution du cheptel, la culture. On laisse ceux qui habitent à la forêt d'utiliser les espaces forestiers où il n'y a pas danger de perdre leur cheptel. Donc l'État les accompagne de façon à utiliser certains moyens de la forêt d'une manière rationnelle. Donc le citoyen, il est pris en charge dans la politique de l'État. Mais la chose la plus importante, c'est que vraiment un élan de solidarité incroyable. J'ai été impressionné l'année passée. Je ne dois pas dire ça chaque fois, je le redis, mais tellement j'étais impressionné au niveau de Borj Bouhariri. J'avais un grand incendie à Jafra. Imagine, j'allais acheter un médicament, il m'a dit non, on ne paye pas aujourd'hui. Le pharmacien, il donne des médicaments gratuits. J'étais étonné que les gens, avec des véhicules, ce qu'il faut. C'est ça la générosité algérienne aussi, solidarité et générosité algérienne. On dirait que c'est la fête, tout le monde. Exactement. Tout le monde participe de façon à ce que les éléments qui interviennent, qui sont chargés, d'éteindre le feu. Des fois, on a des problèmes avec des jeunes très volontaires, très courageux. Ils enlèvent la lancette du tuyau. Fatigué, allez-y, repose-toi. Exactement. Donc, des gens, il y a un élan de solidarité. Je dis Jafra, mais je l'ai vu à Blida, on l'a vu à Bijaya, on l'a vu récemment à Bouira, à Borj Khoris. Les gens d'autres communes se déplacent avec des véhicules, avec des vivres pour aider les gens. Exactement. Un élan de solidarité incroyable. Et pour ne pas trop s'étaler, alors que se passe-t-il immédiatement après un incendie? Alors vous, qui êtes de la DGF, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à établir peut-être un premier bilan? Je vous dirais que nos éléments, tous ils sont réquisitionnés de travail 24 sur 24. Nous ne sommes qu'à mi-chemin. Nous avons le mois de mai, juin et juillet, donc 3 mois. Nous avons encore 4 mois. Donc nous sommes là pour barrer avec les collègues de la protection civile, sans oublier les autres, surtout l'armée populaire nationale. Ils utilisent tous les moyens humains et matériels. Et ils sont là avec nous les premiers fronts jusqu'à la fin, avec les autres secteurs et associations. Donc nous sommes, pour le moment, nous ne sommes pas nous ne sommes pas là pour faire des bilans. Nous essayons d'éviter, nous essayons d'accompagner les populations. Le bilan, ça va venir. C'est tout ce qu'on fait, c'est des bilans provisoires. Parce que l'estimation des superficies, il y a un structure qui travaille avec nous, c'est l'ASAL. L'ASAL, il intervient. Même l'ASAL, quand il intervient, il estime les superficies. Nous, on refait avec, parce que des fois, il y a une différence de superficie, parce que nous, on fait l'estimation des superficies brûlées. Eux, ils font un balayage. Des fois, il y a des zones qui ne sont pas brûlées. Donc, on fait déjà les superficies qui sont touchées, les dégâts qui sont causés. Après, en plus, on va diminuer. Est-ce que ces terrains sont biens publics de l'État et il appartient à des particuliers? Tout un travail qu'il faut faire, que nous sommes en train de faire. Pour les travaux, donc vous m'avez posé la question directement, est-ce qu'on peut prendre des actions maintenant? Parce que quand on dit action, on parle de reboisement. Donc, oui, nous avons entendu qu'il y a des structures qui s'inquiètent pour ça. Nous leur dirons que l'administration des forêts sont là. Nous avons des cadres et des agents qui suivent ça de près et que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et de la Pêche, qui gère ce patrimoine, sont conscients de cela. Donc la forêt, il faut la laisser à elle-même, il faut essayer de se reconstituer. La forêt, elle se reconstitue d'elle-même. Comme nous avons cette année, nous avons un petit peu deux cas. Nous avons la partie est qui est sur au niveau par rapport aux étages bioclimatiques, c'est un étage bioclimatique humide à subhumide. Donc les peuplements qui sont là, c'est des feuillus,
c'est le chêne liège, le frêne, les eucalyptus, d'autres espèces, c'est des feuillus. Et la partie ouest, c'est auparavant, ça fait 5 ans que nous n'avons pas enregistré des incendies à l'ouest. Cette année, nous avons des incendies, notamment Mascara, notamment Seida, Sidi Bel Abbas et Tlemcen. Donc il y a des peuplements, cette année, c'est des pins d'Alep. Donc le pin d'Alep, il se régénère par graines. On lui laisse le temps de se régénérer. Par rapport aux feuillus, il se régénère par ce qu'on appelle le rejet de souche ou bien de rajonage. Et je vous assure, monsieur, que dès qu'il y aura les premières pluies, si vous voulez, dès qu'il y aura les premières pluies, en novembre, décembre, vous nous invitez, on va faire une tournée, vous allez voir la régénération. Et puis, nous, on intervient pour accompagner cette régénération. Au cas où il n'y aura plus de régénération, nous avons des programmes de reboisement et de repeuplement. Mais on ne doit pas maintenant, on ne doit pas dire on va laisser maintenant, on doit protéger ce qu'on doit protéger. Quand on termine, quand les choses seront bien claires et nettes, nous allons faire ce travail en collaboration. Mais c'est tant mieux que les gens s'inquiètent pour la forêt. Exactement. Mais je dirais une chose, il y a une partie qui est un petit peu difficile à reconstituer, c'est la faune. La faune, mais toujours, nous avons, au niveau de la direction générale, nous avons 4 réserves de chasse, nous avons 3 centres synergétiques, nous élevons quelques types de gibier, la perdrix, nous allons, on va faire l'élevage du lièvre, donc on fait des lâchers pour repeupler. Quant à la faune, nous essayons de travailler, nous travaillons en étroite collaboration avec les chasseurs, pour les aménagements, pour les constructions des points d'eau, pour permettre à ces populations de vivre par rapport à ces chaleurs. Ok, merci pour vos réponses. Alors, Monsieur Himran, est-ce que peut-être il faudrait privilégier certains types d'arbres, de végétation et de plantes, peut-être une espèce des espèces qui sont plus résistantes au feu? Oui, tout d'abord, pour ajouter un plus, pour le reboisement. Donc il y a la régénération naturelle qui va se faire automatiquement, donc juste après les premières pluies, je dirais donc à partir de l'automne et du printemps. Et on peut attendre aussi le deuxième automne pour voir un petit peu la force de la régénération naturelle. Et après, bien sûr, il faut que, je dirais, l'homme va intervenir pour faire la régénération artificielle, pour donc ajouter, corriger, je dirais, ce que la nature n'a pas corrigé. D'accord. Maintenant, pour revenir aux espèces, de préférence, c'est de maintenir les espèces indigènes. Nos espèces, c'est-à-dire telle zone, par exemple, il y a le chêne liège. Je cite comme ça. Un exemple. Donc il vaut mieux replanter le chêne liège, de préférence, parce que c'est une espèce indigène, c'est sa zone, c'est son environnement, etc. Maintenant, bien sûr, je dirais qu'il ne faut pas s'arrêter là. La science évolue. Donc il faut chercher d'autres espèces qui peuvent s'adapter. Et en termes de coût, ça coûterait dans les combien? Non, les coûts, on ne peut pas savoir maintenant. Maintenant, il faut voir tout d'abord quel genre d'espèces qu'il faut inclure dans cette zone qui peut s'adapter. Parce qu'il y a aussi, il ne faut pas ramener n'importe quelle espèce. On peut pas avoir une estimation peut-être du coût du reboisement? La superficie Non, tout dépend de la superficie, du relief, tout dépend aussi de l'espèce elle-même, etc. Là, on ne peut pas dire ça va revenir X. C'est un travail de volontariat, pardon. Exactement. Généralement. Mais pour continuer sur le type d'espèce qu'il faut donc planter. Donc je dirais à ce moment-là, il faut chercher d'autres espèces, pourquoi pas. Des espèces compatibles avec donc les autres espèces indigènes, pour qu'il n'y aura pas une bête de rejet, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas... Tout ça qu'il faut faire, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait avec des études. Il faut des expériences, des études, etc. etc. Mais
je dirais, il ne faut pas fermer, la voie, il ne faut pas fermer la porte. Il faut continuer à chercher, et continuer à évoluer et laisser la science, je dirais, vous guider, vous orienter. Mais les premières actions qu'il faut faire, c'est de remettre les espèces indigènes. Ça, vous aurez comme ça la garantie et l'assurance qu'il n'y aura pas de maladie, qu'il n'y aura pas je dirais, bien sûr, c'est très important. Exactement. Il ne faut pas planter aujourd'hui. Ce qui existe. Il ne faut pas C'est comme ça qu'on pourrait aujourd'hui aussi pour que construire une forêt plus résistante. Bien aussi sûr, aux incendies. bien C'est un sûr, accompagnement bien sûr. le plus- Parce qu'une forêt, c'est quoi? Une forêt, tout d'abord, c'est une source de matières premières à un ensemble d'industries. Il y a le bois, il y a le liège. Donc le liège, le bois pour les meubles, par exemple. Le liège, par exemple, pour la chaussure, pour le froid, pour résine. les moteurs de voitures, les différents moteurs, etc. Il y a même la navette spatiale, on utilise le liège. Il y a dans le bâtiment, il y a pas mal il y a des plantes, bien sûr, dans l'isolation, il y a des plantes aromatiques et médicinales. Donc c'est pour la médecine, le parapharmaceutique, etc. Il y a aussi les aromatiques, donc c'est pour les trucs, même pour les cosmétiques, etc. etc. D'accord. Donc il y a toute une variété d'industries qui attend. Donc la matière première de la L'industrie, forêt. mais Donc, pas sur que. le plan économique, la forêt est très importante. C'est un gisement très important. Très important, justement, Monsieur Siali. Alors, j'ai justement une question pour vous. Alors, comment, selon vous, on peut construire une forêt plus résiliente au changement climatique? Avant de. Parce que monsieur l'a tout dit, je vais ajouter quelque chose. Bien sûr. Chaque peuplement, il y a ce qu'on appelle le cortège floristique. Le chien liège, il a un cortège floristique. Il y a des espèces qui l'accompagnent, c'est des espèces qui l'accompagnent. Mais la politique prônée par les pouvoirs publics, c'est auparavant peut-être il y avait des reboisements industriels, il y avait la monoculture. Maintenant, on essaie de diversifier les espèces. On essaie. Par rapport parce qu'on a parlé des incendies, on a oublié le barrage vert, qui est un programme du président très riche. Donc nous sommes en train de faire des plantations au niveau du barrage vert pour un petit peu faire barrer à l'avancée du désert. Et c'est la politique de maintenant. Avant, c'était planter pour planter, faire un axe. Maintenant, c'est pour un petit peu l'axe principal, c'est l'homme. C'est-à-dire, c'est de réunir les conditions adéquate là pour que l'homme doit habiter ce barrage vert. Donc même les plantations qu'on utilise au niveau du barrage vert, des fois, ce n'est pas des plantations forestières. On utilise d'autres variétés, on utilise le caroubier, on utilise les fruitiers pour un petit peu faire un amalgame, pour que s'il y a un incendie ou quelque chose, parce qu'il y a des arbres qui sont très sensibles à l'incendie, celles qui sont résistantes. Mais les espèces résilientes, je vous dirai une chose, ça dépend de l'incendie. On pense toujours que le cactus il est très, très résistant. Monsieur Barnabé va attester blé au niveau de Skikda, il y a beaucoup de cas, mais tellement l'incendie était fort, il a tout dégradé. Donc ça dépend de l'incendie, ça dépend de la pour lutter contre ça dépend. Est-ce que c'est un incendie qui passe lorsqu'il y a les vents violents, il passe, il lèche. Donc quand il part doucement, il détruit tout. Donc ça dépend de la vitesse de la propagation du feu. Ça dépend de l'état. La végétation est-elle léchée cette fois? Voilà, des fois il est léché. Dès qu'il y a un passage, alors vous voyez que la forêt, mais dès qu'il y a les premières pluies, vous voyez qu'on quoi. Parce qu'il y a des poches brûlées, des poches non brûlées, donc c'est encore ils ont brûlé, à l'intérieur ils ont non brûlé, donc voilà. Voilà. Et nous travaillons de sorte, de sorte à diversifier les espèces. D'accord. La monoculture, il est à exclure dans les prochains projets. On va parler aussi d'un autre volet important aussi par rapport à la lutte contre les incendies. Donc, comment utiliser les nouvelles technologies dans la lutte contre ces incendies, ces feux de forêt? Les nouvelles technologies se reposent beaucoup plus sur la prévention.
quelles sont les données, la rapidité d'avoir des données, l'analyse, la fiabilité des analyses, notamment les systèmes d'alerte précoce, des systèmes d'alerte précoce comme le fait l'ONM, l'Office national de météorologie, quand ils nous fournissent des données, notamment concernant le bulletin météo spéciaux concernant les canicules, avec la carte de vigilance qui vous donne des détails pertinents concernant les données par wilaya et par région. Là, vous voyez actuellement, même cet après-midi, on voyait au niveau de l'opérationnel, avec cette nouvelle vague de chaleur, le positionnement des moyens, notamment que ce soit des colonnes mobiles, des détachements de renforts aux interventions en feu de forêt qui sont installés, notamment à Sidi Blabech, Bouira Sitif, Omleborki et à Taraf. Il y a le détachement national d'intervention en feu de forêt qui est plus volumineux en matière de moyens. Il a utilisé aussi dans certains cas peut-être des drones pour évaluer l'ampleur. J'arrive. Donc, l'utilisation de ces données. Donc, ce détachement, sa moitié, il a été envoyé vers Sigda, notamment pour, c'est une arrière-base pour les wilayas de l'Est, parce que c'est les wilayas les plus touchés par les incendies. Ça, c'est un détail. Des images satellitaires très importantes. Les drones qui sont utilisés par nos confrères de la DGF, très importants, notamment pour avoir des images réelles en temps réel, et aussi des différentes applications et les plateformes qui sont utilisées, que ce soit côté données statistiques, l'évaluation, remontée de l'information, qui vous donnent le pouvoir de décision, la rapidité de décision. Exactement. Y compris en temps normal sur la prévention, même beaucoup plus en temps d'intervention opérationnelle sur le lieu. Très important d'avoir une remontée d'informations très rapide pour un pouvoir de décision, notamment sur la stratégie de manipulation des différents moyens intervenants de la protection civile, de la DGF, de l'armée nationale populaire, de ceux qui sont mobilisés dans le cadre du plan ORSEC qui est déclenché par M. Liwali. Quelle est peut-être la priorité pour réduire durablement ces incendies? La priorité, moi je dirais, c'est la prévention. Surtout là. Oui, c'est la prévention. Parce qu'on parle d'un risque majeur. Quand on parle d'un risque majeur, il faut accentuer sur la prévention. La prévention, on parle beaucoup plus sur l'aménagement, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut aussi la culture de prévention chez les citoyens. Il faut savoir, surtout, notamment dans une wilaya où elle est fortement boisée, les riverains qui habitent à côté ou bien en pleine forêt, il y a une culture à connaître. Nos ancêtres plutôt, ils avaient cette culture. Automatiquement, avant l'arrivée de l'été, ils faisaient le défraîchement, ils nettoyaient, ils isolaient leurs biens, leurs maisons de la forêt. Comme ça, quand il y a des incendies, impossible que les incendies arrivent et se propagent vers les habitations. Actuellement, nous, face à cette situation exceptionnelle, quand le nombre de feux est très important et les moyens intervenants ne suffisent pas pour, c'est-à-dire, honorer tous les incendies. À titre d'image, Skikda, on est journée 18 incendies. Quand on parle de Skikda, El Qashra, Qanwa, Amatoub, côté le 24. Oui. Quel moyen il vous faut pour faire face? Donc, les priorités, l'évacuation pour éviter les pertes de vies humaines, protéger les biens des citoyens, leurs maisons et protéger les biens de l'État, comme les écoles, les usines, etc. Donc, c'est ça la stratégie opérationnelle. Mais quand on aura plutôt ces actions préventives, quand on sait, on le voit sur le terrain, que impossible que l'incendie va arriver au tel village ou bien telle maison, surtout au niveau... La prévention, donc, c'est un aspect important. On arrive à la fin de cette émission spéciale. Est-ce que vous auriez peut-être un petit message à adresser à nos téléspectateurs? Un petit message, le dernier message, ce n'est que le début de la saison des feux de forêt. Le mois de juillet, il nous reste août, il nous reste septembre, il nous reste aussi, comme l'année passée, jusqu'au mois de novembre, on a eu des feux. Donc il faut doubler vigilance. La vigilance est de mise et la mobilisation, elle est toujours. Aussi un message pour les citoyens. Il faut être un acteur favorable, notamment dans la réduction, le déclenchement des incendies de forêt, avec des gestes qui aident, et aussi être à côté de ces institutions, notamment pour alerter, et surtout beaucoup plus avec des gestes qui empêchent le déclenchement des feux. Voilà. Merci. Alors, merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt.